Donc super. Merci pour l'invitation. Merci à l'OCIR pour cette belle réunion. Donc nous, on va discuter de sécurité applicative, mais pas que, aussi de l'intérêt de l'open source dans la cybersécurité. Effectivement, le sujet fil rouge sera notre solution Bunker Web. On va essayer d'aller un peu plus loin que ça. Juste pour remettre un peu dans le contexte, donc je m'appelle Florian Pitance, je suis le dirigeant et fondateur de Bunkerity, donc la société qui édite la solution Bunker Web. Euh, on est une société avec deux pôles, on va dire un pôle plutôt orienté conseil, où on fait du conseil auprès d'entreprises uniquement en sécurité informatique, donc ça passe par des audits, du RSSI en temps partagé, de l'expertise même plutôt technique, on va dire que c'est notre point fort, et aussi de l'édition de logiciels, notamment via notre solution phare Bunker Web. Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi je viens plutôt du milieu technique, mais je me soigne, si j'ose dire. Je suis passé par la fac, hein, etc. Je suis passé par le ministère des Armées. J'ai aussi été enseignant dans une école d'ingénierie. Et j'ai fondé Bunkerity en 2021. Euh, donc dans une optique à la fois d'entrepreneuriat, évidemment, mais avec, avec un attrait tout particulier pour la technique, et notamment sur l'open source aussi. Bon, on va partir du constat suivant, hein, qui est que le protocole HTTP est omniprésent, hein. Je pense que je ne suis pas le seul à faire ce constat-là, bien au contraire. Alors, le confrère Xavier, tu as parlé de partage SMB, etc. Mais bon, ça c'est une fois que l'attaquant est déjà bien ancré, qu'il a un pied sur l'Active Directory, ou alors une vue, et de préférence une vue administrateur, mais bien avant, mais même aussi en interne, hein, que ce soit du simple site web, de l'applicatif complexe ou des API appelées depuis divers endroits. Le dénominateur commun entre tout ça, et, euh, et que en fait on se retrouve toujours avec le protocole HTTP qui est utilisé. Euh, et donc de la même manière que j'utilise un site web, ou une application, pour vous donner un exemple, hein, quand je fais mes factures en tant que dirigeant d'entreprise, c'est une application web qui est présente. Quand on a nous aussi un site web vitrine. De la même manière, ces deux éléments qui paraissent différents, en fait, d'un point de vue technique, sont accessibles de la même manière. Et donc, vu qu'ils sont omniprésents, vu qu'ils sont accessibles en ligne, c'est à la fois accessible par des clients légitimes, mais éventuellement aussi par des clients illégitimes, voire même malveillants. La solution habituelle face à ça est de mettre en place une solution au milieu, donc ce qu'on appelle communément un WAF en anglais, un Web Application Firewall, ou un pare-feu applicatif. En se positionnant de telle manière, le WAF est en capacité d'analyser en temps réel le contenu des requêtes, surtout en étant en homme du milieu. Euh, on n'a pas seulement les métadonnées, on a aussi bah, les payloads, les charges utiles, on a toutes les tentatives qui auraient pu être faites, tout le bruit même qui arrive avant même l'attaque. Donc c'est quelque chose d'assez commun, hein, de se positionner de cette manière-là. Et il y a quand même différents acteurs qui sont sur le marché qui répondent à ce besoin-là. En étant en coupure, hein, on est capable du coup, de bloquer les requêtes, avant même qu'elles n'atteignent leur cible. Problème avec les solutions sur ce marché, en fait, ce sont des solutions qu'on pourrait qualifier de boîtes noires. Euh, c'est quasi intégralement des solutions dites propriétaires. Donc, contrairement aux boîtes noires dans les avions, dont l'objectif est de nous donner un maximum d'informations en cas de problème. Le cas des boîtes noires en informatique, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Euh, et ça soulève quelques problématiques qui sont notamment euh, très importantes
à l'heure actuelle. Première des problématiques qu'on peut remonter, hein, c'est que la sécurité par l'obscurité n'est pas une bonne approche. Je vous avais dit, hein, que je venais de la fac et que bon et aussi que je me soigne. Hem, mais la première des choses que j'ai appris à la fac, c'est que, bah, en fait, les algorithmes de cryptographie sont tous publics et c'est pour une bonne raison, en fait, hein, c'est que, bah, tout le monde peut les auditer, H24, 7 jours sur 7, sur n'importe quel fuseau horaire et c'est, le fait qu'ils soient audités, sans cesse qui prouve, en fait, de leur efficacité. Par contre, ça va être le petit secret ou gros secret suivant la taille de celui-ci, qu'on va garder, bien confidentiel et donc bah, tout le cryptosystème ne peut être mis à mal seul si et seulement si la clé est découverte. Bon, mais ça, c'est une des bases, c'est la fondation même de la crypto, hein, voilà, on pourrait même dire, il est fortement déconseillé de faire de la crypto maison, bon, à moins qu'on ait une équipe de crypto-mathématiciens et qu'on sache le faire, mais quand on est dans une entreprise assez classique, hein, on va plutôt réutiliser des algorithmes existants. Bah, pourquoi ne pas appliquer ces mêmes concepts-là, en fait, aux solutions de cybersécurité de manière générale? Je pense que c'est une question à se poser. Deuxième problématique que les logiciels propriétaires et notamment ceux en cyber soulèvent, c'est que bah, on a pris l'exemple du parfait applicatif, hein. Celui-ci est positionné en coupure, même pour être un peu plus cavalier, on pourrait dire qu'il est en position d'homme du milieu. Euh, Ça pose une problématique de souveraineté, hein, une souveraineté parce que bah, si on a des solutions SaaS, par exemple, qui seraient utilisées sur notre système d'information, bah, il faut se dire que le prestataire a accès à toutes les données qui transitent. De la même manière, si on a une solution qui n'est pas française, qui n'est pas européenne, bon, qui qui forcément doit respecter des lois, de son propre pays dans lequel l'entreprise est établie, même si c'est une solution on premise, installée, chez soi. Tant que l'éditeur n'est pas français, il y a toujours un risque de, sous demande d'un juge, pour, raison d'État, ou autre, hein, que c'est, que l'éditeur, en fait, fasse une atteinte à la confidentialité de nos données, ou voire pire, peut-être même à l'intégrité, ce qui serait, ce qui serait encore pire. Et enfin, une dernière des problématiques à régler, hein, qui est la problématique d'interopérabilité. Dans le cas où j'ai besoin d'interconnecter ma solution de cybersécurité avec d'autres solutions existantes. Donc, on pourrait citer si j'ai besoin de reporting, j'ai besoin de monitoring, j'ai besoin de quoi que ce soit, hein. On sait très bien que les systèmes d'information sont très hétérogènes, que chacun utilise ses propres solutions, qu'on monte en compétence sur sur certaines technologies, etc., qu'on a des habitudes. Bref, dans le cas d'une boîte noire ou d'une solution propriétaire, si jamais l'éditeur n'a pas prévu une interconnexion, une intégration avec telle ou telle solution, il va y avoir deux choix possibles, hein. Je vais être un peu binaire, excusez-moi, mais soit en fait il va nous dire bah, écoutez, votre intégration, vous êtes les seuls à nous le dire, on n'a pas envie, soit alors il va nous faire un devis assez gros parce qu'il n'a pas envie de s'embêter avec ça. De la même manière que je reste en fait très attaché, donc en anglais on utilise le terme lock-in, donc je suis verrouillé avec le prestataire et le jour où le prestataire, ça se passe un peu moins bien avec lui, mais que j'ai toujours une licence logicielle qui est valide, euh, ben, si jamais il n'a pas une API ouverte, par exemple, ça va être très compliqué d'essayer de s'interfacer avec son propre système d'information, alors que ça serait tout à fait légitime de le faire. Notre réponse face à ça, hein, est de prouver par A plus B que ben, il est possible de répondre à ces problématiques-là, hein, de manière pragmatique,
on l'espère. Donc, sur le sujet de l'application de la protection applicative, mais donc, notre solution, Bunker Web qui est un WAF open source, mais pas que, on y reviendra plus tard, mais qui s'articule autour de 6 piliers, qui me semblent très importants à respecter. Premier des piliers qui est la sécurité ouverte, hein, donc on a dit que la sécurité par l'obscurité, on a dit que c'était pas une bonne chose. Bon, autant le prouver par A plus B que la solution fait ce qu'elle prétend faire, mais réellement, d'une part, et assurer aussi son auditabilité. Donc, quand on est éditeur de solutions open source, on a un gros avantage, c'est que quand en face de nous, on a quelqu'un qui est très au fait de la souveraineté, peu importe sa nationalité, nous, on est souverain pour n'importe qui au final. Parce qu'ils peuvent très bien s'approprier le code source pour le remanier à leur sauce, pour l'auditer, pour assurer qu'il n'y a pas de problème sur celui-ci. Donc, j'ai envie de dire, on est un peu souverain, mais pas que pour la France au final, pour à peu près n'importe quel pays. La solution se veut être agnostique. Bon, on sait très bien que les systèmes d'information sont très hétérogènes. Le but n'est pas de rendre les choses plus complexes que ce qu'elles sont déjà, et donc de faire en sorte que la solution puisse s'intégrer parfaitement dans des environnements existants. On a du cloud, on a du on-premise, on a du Linux, on a du conteneur, on a du Kubernetes, on a de, tout un tas de mécanismes et d'environnements existants. À nous, en fait, de nous intégrer dedans, enfin, et de manière générale, à la solution de s'intégrer dedans. L'idée avant Bunker Web, hein, c'est, bon, j'avais un peu 3 choix qui s'offraient à moi. Hein. J'ai des services web, imaginez, vous êtes un responsable, un RSSI, vous devez sécuriser tous vos services web qui sont accessibles en ligne. Bon, soit vous prenez une solution, vous avez les moyens qui sont mis en place. Bon, mais la question ne se pose pas. Je peux très bien prendre des solutions qui vont coûter un bras et qui vont être faites qui vont faire l'affaire. Très bien. À condition de voir aussi la question de souveraineté aussi. Est-ce que toutes les solutions qui sont sur le marché permettent de répondre à ce besoin ou pas? Soit, bon, je réutilise des briques un petit peu open source existantes, mais au final, sur l'aspect sécurité applicative, on va très vite tourner vers du mode security, pour ne pas le citer, qui va montrer très vite ses faiblesses à la fois, et le fait que ce soit quand même assez complexe à maintenir et à tuner, etc., etc. Ou soit alors je recode quelque chose de A à Z, mais évidemment, je n'ai jamais le temps. Donc l'idée, en fait, derrière Bunker Web est de se dire, bon, j'ai une solution alternative qui est, avant Bunker Web, je mettais un service en place, j'oubliais s'il n'était pas forcément très critique d'un point de vue besoin en sécurité. Au moins, je vais pouvoir utiliser la partie open source de Bunker Web et appliquer un état de l'art par défaut. C'est-à-dire que tout ce qui est, on y reviendra, mais tout ce qui est bonne pratique en termes de sécurité applicative, Bunker Web va vous permettre de les appliquer sans trop de prise de tête dans la plupart des cas. L'aspect web est très compliqué, les environnements web, la partie hébergement aussi, etc. Qu'en fait, on ne peut pas prévoir chaque cas. Chaque setup, chaque architecture est totalement différente. Donc, il faut que la solution permette de garder un contrôle total sur l'ensemble des paramètres, et pas seulement qu'on ait 3 boutons pour dire j'active ceci, j'active cela. Non, il faut pouvoir être très précis, très fin dans ce qu'on veut mettre en place. Et enfin, pour répondre à la problématique d'interopérabilité, hein, il faut que le cœur de la solution puisse être modulaire et puisse surtout être ouvert
afin de le rendre extensible au possible. Ça rejoint un petit peu le fait qu'on ne puisse pas couvrir tous les cas, et que du coup, sur des besoins très spécifiques ou des besoins qui sortiraient un petit peu de l'ordinaire, chaque, personne est en mesure de développer une brique qui va, s'interfacer avec, BunkerWeb ainsi que, le reste de son système d'information ou récupérer des informations et cetera et cetera. Bon, en quoi la sécurité ouverte est, meilleure que la sécurité par l'obscurité? Bah, je vais être très pragmatique, je vais vous dire que vous voyez sur votre droite, on a 2 exemples, 2 exemples d'audits gratuits. Au lieu d'aller payer, des auditeurs, on connaît tous le TGM, des bons auditeurs qui ça les vaut, hein, je suis d'accord avec ça, on en fait aussi, nous, quelques-uns des audits de sécurité. En fait, là, c'est la communauté sur un projet open source qui va, nous remonter, entre autres, hein, les problématiques de sécurité. Vous voyez, par exemple, là, on a quelqu'un sur notre, Discord qui nous dit, bon, beh, c'était en 2022, hein, qui nous dit que, bah, le fait que BunkerWeb, enfin, quand on met, la solution en mode, cluster, bah, si jamais, quelqu'un est bloqué sur un des nœuds du cluster, celui-ci ne sera pas bloqué sur le deuxième, sur les autres nœuds. Très bien, bon, accessoirement, c'était quelque chose, auquel on avait déjà, connaissance, mais ça a été confirmé comme quoi, bon, beh, effectivement, quelqu'un nous le remonte. Après sur d'autres choses, sur des, dépendances, par exemple. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Autre chose que l'on peut mettre en avant aussi, c'est que, contrairement à une solution propriétaire où il est, interdit, même parfois, surtout si il n'y a pas de méc de politique de responsive, disclosure ou de bug bounty et cetera. Donc un bon hacker, en fait, n'aura même pas le droit d'aller auditer une solution propriétaire. Donc ça, c'est assez problématique. En ayant une solution qui est open source, ou du moins son cœur ou une partie, on donne le même niveau d'information aux bons et aux mauvais pirates. Ce qui fait qu'on incite les bons pirates à venir, en fait. Alors que sur une solution propriétaire, s'il n'y a pas de bug bounty, s'il n'y a pas, encore une fois, s'il n'y a pas une volonté, et cetera, on va dire que le ticket d'entrée pour attirer les bons pirates est déjà plus haut. Il est plus compliqué à avoir, contrairement à une solution qui serait ouverte. Là, le fait d'ouvrir une solution c'est pas seulement, intéressant sur l'aspect, sécurité de la solution en elle-même, mais c'est aussi intéressant sur l'aspect fiabilité, stabilité, suggestion. Par exemple, avant même de sortir des versions stables, de notre solution, dans notre cas, on sort des release candidates et on sait que c'est la communauté qui va faire les tests et à la fin, une fois qu'on aura fait 1, 2, 3, 4 ou 5 ou X release, candidate, on sait que, bah, la toute, dernière, on sait que c'est le moment et on va pouvoir passer en stable et on réduit énormément les coûts et les problèmes éventuels qu'il peut y avoir avant une mise en production. Bon, je suis pas là pour tirer sur les ambulances, mais on a vu avec d'autres éditeurs qui pourtant ont été très, enfin qui sont assez connus, assez réputés. Voilà, il y a eu quand même parfois et souvent même des problèmes directement en production. Heu, voilà. Et enfin, dernier des avantages, de la sécurité ouverte, pardon, face à la sécurité par obscurité, c'est que les instances open source, nous, en tant qu'éditeurs de solutions, nous rapportent pas forcément d'argent, mais nous rapportent de la donnée. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, actuellement, on bloque plus de 500 000 attaques par jour. On récupère les données, alors seulement les données qui ont été bloquées évidemment, hein, pas les bonnes données, sinon ça nous ferait déjà trop et puis, là, pour le coup, ça poserait un problème de confidentialité, plutôt énorme même. Et ces données évidemment, hein, on va les réutiliser avec des algorithmes bien spécifiques ou, hem Xavier, tu en as parlé avant,
avec une chaîne de renseignements sur les menaces, hein, notamment de la sectorisation, par rapport à l'emplacement des serveurs d'un point de vue géographique, etc., etc. Donc, c'est encore un avantage, j'ai envie de dire, d'avoir une architecture ouverte et de se tourner vers l'open source et d'avoir une communauté derrière. Je passe très vite sur les chiffres, hein. L'idée n'est pas de faire du bragging, comme on pourrait dire, mais bon, juste de vous dire qu'on est répartis sur plus de 75 pays, et c'est aussi une des forces de l'open source. Donc, concrètement, hein, mis à part les avantages de l'open source, hein, qu'est-ce qui pourrait être intéressant avec la solution Bunker Web? Bon, on sait qu'il y a plusieurs problématiques à chaque fois qu'il est question de services web, hein. Il va être question de gestion des certificats HTTPS, il va être question de durcissement de configuration. Je pense notamment aux algorithmes de cryptographie liés à SSL, TLS, aux entêtes de sécurité qui sont très nombreuses dans le protocole HTTP. On pourrait parler des CORS, du Content Security Policy, des features policy ou des permissions policy, etc., etc. Pendant des heures. Je pense que c'est pas le but aujourd'hui, mais plutôt que de vous en parler, je vais vous montrer de manière concrète, hein, comment ça se passe. Donc, ici, là, j'ai installé donc un Bunker Web qui est accessible en ligne, hein, que vous devez voir directement sur mon partage d'écran. De manière concrète, hein, on a un site qui s'appelle perdu.com, hein, qui est un site un petit peu historique sur le net. Je me demande qui a acheté le nom de domaine et qui continue à la maintenir. Bon, bref, c'est un site qui ne nous appartient pas. Donc là, comme vous voyez, on a l'adresse perdu.com, hein, qui est présente. Donc c'est le site sans protection, en fait, sans Bunker Web devant. Et là, on a un autre nom de domaine où, en fait, quand on va dessus, hein, il y a Bunker Web qui prend la requête et qui va la redispatcher à l'application. Donc en fait, un positionnement reverse proxy classique, hein, sauf que voilà, parce que on se positionne en reverse proxy, mais on rajoute des fonctionnalités de WAF. On parlait d'entête de sécurité, comme quoi c'est assez complexe, comme quoi c'est un problème récurrent qui revient souvent, etc., etc. Bon, mais typiquement, hein, si on regarde les entêtes de sécurité de perdu.com, bon, vous allez me dire qu'il n'en a pas forcément besoin pour un site statique, mais c'est juste pour vous symboliser le fait que, ben, oui, effectivement, il y a énormément de choses à gérer. Bon, ben, alors qu'avec Bunker Web de base, hein, on a des choses qui sont gérées déjà par défaut. Évidemment, il y a certains paramètres qu'il va falloir tuner, etc. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer directement depuis Bunker Web que de refaire le cas à chaque fois de configuration à la main, etc., etc. C'est pareil aussi pour le durcissement SSL-TLS, hein. Je vous avais parlé de ça, j'avais pris ça en exemple. À chaque fois, on doit se coltiner, etc., les nombreuses configurations SSL, TLS et les paramètres de durcissement. Bon, en mettant du Bunker Web, au moins on se pose plus la question. On sait que c'est bon, on a du A+, on respecte, etc. Donc, entre s'embêter à le faire, entre avoir une solution qui n'est pas forcément souveraine, mais qui me coûte très cher, peut-être qu'il peut y avoir d'autres solutions alternatives entre les deux. Et puis même, peut-être que la question de la souveraineté se pose aussi chez vous. Et donc, voilà, l'idée de faire un peu mûrir au-delà de la solution, évidemment, mais de faire mûrir comme quoi il est maintenant possible de faire de belles choses, ne serait-ce qu'avec des solutions open source. Bon, pour revenir un peu sur Bunker Web, je pense que vous avez déjà dû tous visiter des sites où il y a des mécanismes anti-robots avec des captcha, etc., etc. Bah, sur Bunker Web, ça s'est intégré de base, hein, dans la version open source, hein. Donc bon, c'est pas forcément la meilleure pardon,
des protections, mais ça rajoute des choses à l'attaquant, enfin, ça rajoute des choses et l'idée derrière, je crois que Xavier, tu en as parlé aussi, mais est d'essayer de gagner un peu la guerre psychologique. C'est-à-dire qu'on va rajouter tout un tas de fonctionnalités qui fait que la somme de ces fonctionnalités vont faire que l'attaquant, ça va l'embêter énormément. Donc là, par exemple, je viens d'activer le mode anti-robot, hein, je rafraîchis la page hein, tant que je n'ai pas mis le bon captcha, je ne vais pas pouvoir accéder à l'application. Ça, c'est un exemple. Hein. On a d'autres types de captcha. Bon, on essaye aussi d'être agnostique face à ça, et puis on a d'autres mécanismes, etc. Mais donc voilà. Autre exemple un peu, un peu, un peu dans le même genre, mais bon, un attaquant hop, qui essaierait de lancer des outils automatiques comme ils le font souvent, hein, que ce soit des grands groupes ou des groupes un peu moins forts, on va dire. Hein. L'attaquant qui essaye de lancer des outils automatiques va être très bruyant, etc. Il va générer beaucoup de codes d'erreur. Donc on a une fonctionnalité, par exemple, de détection de comportement suspect. Donc là, j'ai envoyé un outil automatique. Hein. Hop, j'essaye de me reconnecter ici. Hop, tac, 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 tac. Est-ce que c'est le bon? Ah oui, bon. Je vais d'abord enlever le captcha. Hop. On va d'abord enlever le captcha. Donc, comme peuvent le faire tous les attaquants hein, de manière assez classique, hein, quand on fait, même quand on fait du pen test, etc., etc., on sait que bon, y a forcément des choses qu'on va essayer d'automatiser. Ben, ça, ce sont des choses qu'on peut détecter. Et donc, voilà. Ici, après avoir lancé un outil automatique hein, qui va juste aller chercher, faire un brute force sur les chemins éventuels possibles qui sont présents euh, dans, euh, dans l'application web. Ça, on va le détecter comme comportement suspect, et donc on va lui dire gentiment de revenir avec une autre adresse IP. Ce n'est pas magique, encore une fois, mais étant moi aussi pentester, bon, un peu moins maintenant, mais si on me force à revenir plusieurs fois avec une même adresse IP, au bout d'un moment, ça va m'énerver. Et si je me mets à la place de l'attaquant, il y a des chances que j'essaye de trouver une autre cible. Je ne sais pas pour vous, mais si c'est un peu trop complexe, un peu trop chiant, excusez-moi le terme, mais l'attaquant est très pragmatique, on va dire, du moins, au moins le cybercriminel, il va pas s'embêter, il va essayer d'aller trouver une autre cible. Pour continuer sur Bunker Web, vous avez vu, on a une interface d'administration, on peut tout gérer, etc. De A à Z dessus, mais on peut aussi tout faire en ligne de commande. On a des cas d'usage de clients hein, qui utilisent du Ansible, qui utilisent du GitOps, enfin, des mécanismes de GitOps, etc. Donc ça aussi, je pense que s'insérer dans la chaîne DevOps et donc dans tout ce qui dans même la chaîne, on va dire, DevSecOps, c'est quelque chose qui est très important pour les solutions de cyber. Hein. Il faut arrêter les boîtes noires ou les appliances un petit peu lourdes à installer. Nous, c'est pas notre manière de voir les choses et on voit souvent que c'est quand même apprécié. Le cœur n'est qu'une partie, donc l'avantage hein, aussi d'avoir une solution open source, c'est que bah, par définition, on est plutôt ouvert. Euh, et donc, on incite même la communauté à créer des plugins et pourquoi pas, à terme, avoir un point d'entrée unique où n'importe qui pourrait déposer ses propres plugins et les intégrer dans Mocker Web, une sorte de marketplace, hein, que ce soit des plugins gratuits, open source, payants, abonnements, etc. Peu importe, mais en tout cas, nous, par exemple, on s'intègre avec des antivirus, donc nous-mêmes, on n'est pas EDR, hein. Par contre, on est dans la capacité de recevoir des fichiers qui peuvent être téléversés sur les applications web, et auquel cas, on s'interface pleinement via des protocoles ouverts ou non à d'autres solutions EDR ou antivirus de manière plus globale. Donc, c'est l'exemple type. Hein. Mais on peut aller encore plus loin. Autre exemple, on s'interface parfaitement avec la solution CrowdSec, avec qui on a un partenariat technologique. Et c'est aussi là peut-être
Un des autres avantages de se tourner vers des, solutions de cybersécurité open source, c'est que, il y a des chances que ce soit un bel écosystème qui se monte. Là où quand on a des solutions, propriétaires, peut-être que c'est un peu moins le cas. Ou ça pourrait être un peu moins le cas. Bon, je pense que j'ai peut-être assez parlé. Je voulais juste terminer par vous dire que ce n'est pas parce que c'est open source qu'on peut faire tout et n'importe quoi. D'une part, on a tendance à l'oublier, mais il y a des licences. Nous, pour être même précis, on est sous licence AGPLv3, donc c'est-à-dire que notre partie communautaire, tout le monde est libre d'utiliser, de modifier, comme il veut, de manière commerciale ou non, etc. La seule condition, c'est que si vous faites une modification, vous devez la redistribuer dans la même licence. Donc en clair, la seule contrainte étant de, bah, si vous, c'est un petit peu la philosophie de la liberté ou la mort, c'est que sur notre partie communautaire, ce qui est en libre doit rester libre. Ad vitam aeternam, on pourrait dire. À côté de ça, on a une version professionnelle qui, elle, est sur une autre licence, mais qui rajoute en fait des fonctionnalités à la version communautaire. On passe très vite de l'une à l'autre et c'est juste qu'on a moins de fonctionnalités sur la version professionnelle. Exemple type qu'on peut donner, hein, c'est sur notre version communautaire, on n'a qu'un seul utilisateur qui a tous les droits sur l'interface web. Mais si vous n'utilisez pas l'interface web, vous faites tout en ligne de commande, bah, ça ne changera rien pour vous, alors que sur la version pro, on a du multi-utilisateur directement intégré dans l'interface web. Voilà, en clair, c'est un petit peu la philosophie qu'on a, c'est que ce n'est pas du faux open source, c'est que vraiment ce qu'on met en open source, il n'y a aucune bride dessus, c'est juste que bah, il y a certaines fonctionnalités qu'on ne met pas en open source.